Le traité sur le contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie expire ce jeudi 5 février, suscitant des inquiétudes quant à la reprise de la course aux armements. Kiev et Moscou ont convenu d'un échange de 314 prisonniers de guerre lors du deuxième jour de pourparlers à Abu Dhabi. Le dernier échange de ce genre a eu lieu le 2 octobre dernier. La tempête Leonardo a frappé le Portugal et l'Espagne ce mercredi, faisant au moins un mort et provoquant des inondations entraînant l'évacuation de milliers de personnes. Le dernier traité bilatéral entre les États-Unis et la Russie limitant les armes nucléaires stratégiques est arrivé à expiration ce jeudi 5 février, laissant les deux pays sans contrôle sur leurs arsenaux nucléaires. Ce nouveau traité de réduction des armes stratégiques, ou New START, a été signé en 2010 entre le président Barack Obama et son homologue russe Dmitry Medvedev. Dans le cadre de cet accord, les deux pays ont convenu de réduire considérablement leurs forces nucléaires à 1550 ogives et à un maximum de 700 missiles et bombardiers destinés à être utilisés au combat. En septembre, le président russe Vladimir Poutine avait fait part de sa volonté de prolonger l'accord afin d'éviter de provoquer une nouvelle course aux armements. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение 1 года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом. Peu après son retour au bureau ovale, le président américain Donald Trump avait lui aussi exprimé son intention initiale de prolonger l'accord. I'm going to have that conference primarily with China and Russia because those are the two that really are out there. And we're going to have them spend a lot less money and we're going to spend a lot less money. And I know they're going to do it. They agreed to it. We were talking about denuclearizing. And President Putin and I agreed that we were going to do it in a very big way. Depuis, Vladimir Poutine a changé de position, Donald Trump aussi. Dans une interview accordée en janvier, le président américain a balayé d'un revers de main l'expiration imminente du traité en déclarant « S'il expire, il expire, nous signerons un meilleur accord ». Trump a également plaidé pour que la Chine soit incluse dans tout nouvel accord, étant donné qu'elle possède le plus grand nombre d'armes après la Russie et les États-Unis. La Russie a également appelé la France et le Royaume-Uni à participer aux négociations, une suggestion qui a été rejetée par Londres et Paris, en particulier depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie ont convenu à Abu Dhabi d'échanger 314 prisonniers de guerre lors du deuxième jour de pourparlers. Le dernier échange de ce genre a eu lieu le 2 octobre dernier, après que Moscou ait interrompu le processus. Le chef du Conseil de sécurité ukrainien Roustem Umerov a déclaré que les discussions se poursuivaient avec des consultations trilatérales et des groupes de travail. De son côté, le négociateur du Kremlin, Kirill Dmitriev, a déclaré qu'il y avait des avancées positives vers un accord de paix, mais il a également reproché aux pays européens d'entraver les négociations. Le porte-parole Dmitri Peskov a de son côté déclaré que la Russie continuerait à se battre jusqu'à ce que l'Ukraine prenne les décisions qui s'imposent. Moscou exige la reconnaissance de Donetsk et Lugansk comme territoire russe. Elle souhaite également que l'Ukraine se retire des parties de Zaporijia et Kherson encore sous son contrôle. Volodymyr Zelensky a déclaré que la conquête de l'Est de l'Ukraine coûterait à la Russie 800 000 vies supplémentaires en 2 ans. Les groupes de réflexion estiment que la Russie aura besoin jusqu'en août 2027 pour prendre les zones restantes de Donetsk. Le nombre de victimes depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine avoisine désormais les 1,2 million. Le chancelier allemand Friedrich Merz a entamé une tournée dans le Golfe Persique. L'objectif de cette visite de 72 heures est d'établir des partenariats dans les secteurs de l'énergie et de l'armement, alors que l'Allemagne, première économie européenne, cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Le chancelier allemand était accompagné de chefs d'entreprise. Première étape, Riyad, en Arabie Saoudite, où il a tenu des discussions bilatérales avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman mercredi soir. Viendront ensuite des visites au Qatar et aux Émirats arabes unis. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une coopération diplomatique plus large entre l'Allemagne et les pays du Golfe, couvrant des questions politiques, économiques et sécuritaires. Juste avant son départ pour Riyad, Friedrich Merz a souligné que de tels partenariats n'avaient jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui, à une époque où la politique est de plus en plus déterminée par les grandes puissances. Il a également déclaré qu'il souhaitait voir une coopération plus approfondie
dans la région du Golfe, dans les secteurs de l'énergie et de l'armement, ajoutant que Berlin a adopté une approche moins restrictive en matière d'exportation d'armes. Malgré le cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre dernier, Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Ce mercredi, au moins 24 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes, l'une des journées les plus meurtrières depuis 4 mois. Selon les autorités palestiniennes, 2 nouveau-nés et une fillette de 11 ans font partie des victimes. Un ambulancier en service et plusieurs femmes ont également été tuées, ont-ils ajouté. Israël, de son côté, a déclaré que ces frappes, qui ont touché plusieurs camps de tentes à travers Gaza, étaient une réponse à des tirs qui ont tué 4 soldats. L'armée a précisé avoir tué un commandant du Hamas présenté comme le chef du commando du 7 octobre, un commandant du djihad islamique et le chef d'une cellule terroriste du Hamas. Alors que les cessez-le-feu en cours visaient à mettre fin à la guerre, il a été maintes fois rompu par Israël. Depuis octobre dernier, au moins 556 Palestiniens, dont la moitié étaient des femmes et des enfants, ont été tués par des frappes israéliennes. Certains points du cessez-le-feu progressent malgré tout. Lundi, Israël a ouvert le poste frontière de Rafah, mais moins de 50 personnes ont pu traverser en 3 jours. D'autres éléments clés du cessez-le-feu semblent être au point mort, comme le déploiement d'une force de sécurité internationale, le désarmement du Hamas et la reconstruction de Gaza. L'arrivée de l'aide humanitaire tarde également à arriver, regrettent les Nations Unies. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé mercredi soir que son pays tiendrait des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis vendredi à Oman. Cette annonce est intervenue quelques heures après que des signes aient laissé présager que les pourparlers prévus étaient en train de s'enliser en raison des changements dans leur format, leur lieu et leur contenu. Les pourparlers devaient initialement se tenir en Turquie entre des responsables iraniens et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Les États-Unis faisaient pression pour discuter d'un large éventail de sujets, notamment le programme nucléaire iranien, leurs mandataires régionaux, leurs missiles balistiques et le traitement réservé à son propre peuple. Des responsables arabes et turcs devaient aussi participer à ces pourparlers. Téhéran souhaitait un autre type de réunion avec un champ d'application beaucoup plus restreint, axé exclusivement sur leur programme nucléaire et limité à la participation des États-Unis et de l'Iran. La Maison-Blanche reste sceptique quant à l'issue positive de ces pourparlers, mais a accepté de se plier à ces changements par respect pour ses alliés dans la région. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé son mécontentement et espère que les discussions s'étendront à d'autres sujets. Donald Trump a, lui, averti le guide suprême iranien qu'il devrait se montrer très inquiet, soulignant que l'option militaire restait sur la table. Je regrette chaque minute passée avec lui et je m'en excuse. C'est ce qu'a déclaré le fondateur de Microsoft, Bill Gates, à propos du financier et pédocriminel Jeffrey Epstein, qu'il a fréquenté à plusieurs reprises à New York. La semaine dernière, la justice américaine a rendu public près de 3 millions de pages supplémentaires de documents liés à Jeffrey Epstein. Parmi eux figurent des ébauches de mails non envoyés dans lesquels l'homme d'affaires affirme que Bill Gates aurait entretenu des relations extra-conjugales, évoquant notamment des filles russes et des femmes mariées. Jeffrey Epstein mentionne également l'aide qu'il lui aurait apportée pour se procurer de la drogue. Bill Gates a fermement rejeté les allégations figurant dans ces mails, suggérant que Jeffrey Epstein se les serait envoyés à lui-même dans l'objectif éventuel de le piéger. Être cité dans les documents liés à Epstein ne constitue pas en soi une preuve d'acte répréhensible. À ce stade, aucune accusation n'a été portée contre les personnalités mentionnées dans les dossiers du milliardaire. Trois jours après la disparition de sa mère, l'une des animatrices les plus connues des États-Unis a pris la parole sur ses réseaux sociaux, assurant être prête à discuter et à payer la rançon exigée par les ravisseurs. Nous devons savoir sans l'ombre d'un doute qu'elle est vivante et que vous l'avez avec vous, a également déclaré Savannah Guthrie en pleurs, exigeant une preuve incontestable que sa mère, 84 ans, est toujours en vie. Ces derniers jours, plusieurs médias ont signalé avoir reçu des lettres de rançon présumées qu'ils ont transmises aux autorités. Our mom is our heart and our home. She is 84 years old. Her health, her heart is fragile. She lives in constant pain. She is without any medicine. She needs it to survive. She needs it not to suffer. We too have heard the reports about a ransom letter in the media. As a family, we are doing
everything that we can. We are ready to talk. Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois samedi soir lorsqu'elle a été déposée chez elle par sa famille. L'alerte enlèvement a été déclenchée le lendemain midi, sa communauté ayant remarqué son absence à l'église. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été enlevée pendant son sommeil. La police a trouvé des traces de sang et des signes d'effraction à l'intérieur de la maison. Mais pour l'instant, les autorités n'ont identifié aucun suspect. Cet enlèvement a suscité l'émoi de tout le pays et ce même jusqu'à la Maison-Blanche. Donald Trump a indiqué avoir contacté Savannah Guthrie et ordonné à ses services fédéraux d'être entièrement à disposition de la famille et des forces de l'ordre locales. La péninsule ibérique a été frappée ce mercredi par la dépression Leonardo. La 7e tempête de l'année a provoqué d'importantes inondations en Andalousie et au sud de Lisbonne vers Alcácer do Sal. Les précipitations ont fait au moins un mort. Au Portugal, un sexagénaire est décédé après avoir été emporté par le courant alors qu'il tentait de traverser en voiture une zone inondée. En Espagne, une femme tombée dans un cours d'eau est toujours portée disparue. En Andalousie, quelques 3500 personnes ont été évacuées et 400 soldats ont été déployés. La plupart des écoles ont été fermées et le trafic ferroviaire a été suspendu dans la région, presque entièrement touchée par la tempête. Au Portugal voisin, Leonardo a aggravé la situation après le passage la semaine passée de la tempête Christine qui a fait au moins 9 morts et des centaines de blessés. Ce jeudi, l'agence météorologique espagnole a levé l'alerte rouge aux pluies exceptionnelles, mais a prévenu que les précipitations vont continuer, mettant ainsi en garde contre les risques de glissement de terrain toujours présents. Au Portugal, la tempête devrait désormais évoluer vers un régime d'averses pouvant être accompagné de grêle et d'orage.